Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h. On démarre ce journal par cette signature de l'échange de notes qui consacre l'appui du Japon en équipements médicaux dans la lutte contre le coronavirus. La cérémonie qui a eu lieu ce mardi a réuni l'ambassadeur du Japon, le ministre des Affaires étrangères et celui de la Santé, Genial Afuda Monsiagoka et Evariste Zomao. La signature de cet échange de notes relatives aux dons d'équipements médicaux confirme à nouveau la ferme volonté du Japon à soutenir le Bénin dans sa lutte contre le coronavirus. À travers cet accord, le Japon veut contribuer à renforcer davantage le système sanitaire national pour une éradication rapide de la pandémie. C'est dans ce cadre que le Japon a décidé en urgence d'appuyer le gouvernement du Bénin à travers ce projet de fourniture d'équipements médicaux, à savoir un système de radiographie, des moniteurs de survie, des moniteurs centraux, des électrocardiogrammes, des ambulances, etc. Un élan de solidarité apprécié par les bénéficiaires. Ces derniers ont d'ailleurs souligné l'importance de ce don dans l'amélioration des soins offerts aux populations béninoises. Comme vous le savez, au fur et à mesure que la pandémie évolue, les besoins également évoluent. Et c'est donc au regard de la situation actuelle que les équipements pouvant contribuer, notamment au diagnostic radiologique, ont été identifiés, mais encore plus à la prise en charge des cas, notamment des cas graves. En effet, au jour d'aujourd'hui, avec le nombre de cas graves que nous avons, il est très important que les 5 sites de prise en charge des cas graves identifiés par le gouvernement puissent être équipés pour assurer une prise en charge optimum de ces cas. Et depuis le début de cette crise sanitaire, le gouvernement du Bénin n'a ménagé aucun effort pour définir une stratégie de lutte, pour définir une manière à lui de lutter contre cette pandémie. Et la mise en œuvre de cette stratégie s'est matérialisée entre autres par la prise en charge des personnes infectées par ce virus sur des sites d'accueil et de traitement aménagés dans certaines formations sanitaires du Bénin. Monsieur le ministre, monsieur l'ambassadeur, je voudrais dire que l'initiative du gouvernement japonais de doter nos formations sanitaires d'équipements médicaux vient donc à point nommé. Ces équipements offerts par le Japon s'élèvent à un montant total d'environ 1,5 milliard de francs CFA. Le guide de conduite du dialogue parents-enfants sur la santé sexuelle et reproductive des jeunes filles, validé au cours d'un atelier, c'était en présence de la ministre des Affaires sociales qui a, à l'occasion, rappelé l'importance de ce document. Je vous propose d'écouter la ministre Véronique Toinfodé-Mewanou au micro de Axel Dancy et de Jules Akoikou. Pour réduire les cas de grossesse précoce et pour renforcer la protection de la jeune fille, le ministère des Affaires sociales et de la microfinance a initié l'élaboration du guide avec l'appui de l'UNFPA. Ce guide constitue un véritable outil d'accompagnement des parents en matière d'éducation à la santé sexuelle et reproductive. Pour créer un cadre d'expérimentation favorable à l'atteinte de cet objectif, le ministère a initié plusieurs formations sur ce guide au profit de nombreux acteurs, notamment les chefs des centres de promotion sociale, les relais communautaires, les responsables et membres des associations des parents d'élèves, les leaders religieux et communautaires, etc.
Au cours des échanges avec ces différents acteurs de la chaîne de protection de l'enfance, il a été noté certaines divergences dans la compréhension par endroits du guide et la nécessité d'y développer des thématiques complémentaires. C'est ce qui justifie la présente séance de relecture. Celle-ci a été précédée de plusieurs étapes préparatoires auxquelles la plupart d'entre vous avez participé activement. Je voudrais donc saisir cette occasion pour vous remercier pour votre disponibilité durant ces différentes étapes. Nous sommes au terme de ce processus, couronné par l'activité de ce jour, qui nous permettra de finaliser et d'approuver la version actualisée du guide pour son usage optimal par les parents. Je veux donc compter sur l'investissement de chacun et de tous pour parfaire ce document que nous trouvons véritablement important et participer ainsi à la promotion de l'éducation des adolescents, adolescentes et des jeunes en matière de santé sexuelle et reproductive. Rendons-nous maintenant à Porto Novo, plus précisément à l'Assemblée nationale. La première session ordinaire de l'institution s'est achevée hier lundi avec l'actualisation du règlement intérieur, l'un des points inscrits à l'ordre du jour de la plénière renvoyée à une date ultérieure. Guillaume Aviénou. L'examen de la proposition de loi portant actualisation du règlement intérieur du Parlement, vieux de plus de 25 ans, cet examen n'est pas allé à son terme ce lundi. Les députés n'ont pas pu accorder leur violon autour de l'article 24 du texte proposé. Un article relatif à la composition des groupes parlementaires selon les propositions des partis politiques en présence à l'Assemblée nationale et non en fonction des affinités. Même si les députés dans leur ensemble ont jugé le nouveau texte considéré comme l'aboutissement de deux processus datant de plusieurs décennies et en phase avec la finalité du plan de modernisation de l'institution, le Parlement a souhaité obtenir encore du temps pour proposer un article plus consensuel. Les travaux de la plénière se sont alors poursuivis avec l'examen du second point inscrit à l'ordre du jour, celui relatif à la clôture de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de 2020. Une session qui s'est déroulée dans le contexte de la Covid-19 et qui reste caractérisée entre autres par l'organisation des dernières municipales et communales, puis le vote de 13 lois dont 9 ordinaires, une deuxième lecture et 3 autorisations de ratification ou d'adhésion aux conventions internationales. Le Parlement a également mené beaucoup d'autres activités, même si l'institution qualifie de relativement faible sa production législative de la session qui arrive à son terme. Son président tente de justifier. Il vous souviendra que cette première session ordinaire de l'année 2020 a été ouverte dans un contexte politique marqué par l'organisation des élections communales et municipales du 17 mai 2020. Au regard des responsabilités politiques individuelles et collectives qui sont les nôtres, aussi bien dans nos localités respectives qu'au sein de nos différentes formations politiques, il est évident que nous avons été plus portés vers les activités électorales imposées par la période. D'ailleurs, il ne pouvait en être autrement quand on sait le degré d'implication de chaque député dans le dit processus électoral. La Covid-19 a été l'autre frein à une production législative intense au cours de la période. L'observance des mesures prises par le bureau de l'Assemblée afin de lutter efficacement contre la propagation du coronavirus dans notre Parlement nous a contraints à un service minimum. Tant il est vrai que nos institutions doivent fonctionner pour le bien-être de l'État, tant il est aussi judicieux de préserver la vie des hommes et des femmes qui animent ces institutions. Notre sens de responsabilité ne nous a donc pas permis d'en demander plus aux honorables députés et au personnel d'appui. Les députés restent néanmoins persuadés que l'humanité va réussir dans un bref délai à stopper la propagation du virus pour une vie normale.
Séance d'échange entre le ministre de la Décentralisation Alassane Seydou et les maires de l'Atakora et de la Donga et leurs adjoints. C'est la dernière étape d'une tournée nationale du ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale. Une tournée à la fois de prise de contact mais aussi d'information et de sensibilisation sur les défis et obligations des responsables communaux. Ronald Robinson et Giscard Akouvi. C'est à l'école des pratiques de bonne gouvernance que le ministre Alassane Seydou a convié ses collaborateurs au niveau décentralisé que sont les responsables communaux. Il les appelle à une gestion plus efficace et efficiente. Nous avons échangé avec les maires par rapport à leur mission, c'est-à-dire la gouvernance politique dans les communes, la gouvernance administrative, la gouvernance financière, la gouvernance participative, la prise en compte du genre et puis les relations avec la tutelle. Aujourd'hui au Bénin, la plus petite commune reçoit environ 600 millions de francs CFA de l'État par an. Ces ressources, pour les dépenser, il faut respecter des procédures. Nous en avons parlé aux maires parce qu'ils doivent avoir toutes ces informations-là pour que ces dépenses puissent permettre d'améliorer les conditions de vie des populations à la base. À cette assise d'une journée, une série de communications visant à mieux outiller les maires des départements de l'Atakora et de la Donga et leurs adjoints sur leur rôle et responsabilités, les opportunités de formation et de financement du développement local. L'occasion nous est donnée, à travers ces rencontres d'échange, de leur passer des communications, notamment sur le rôle du maire et ses responsabilités, les relations du maire avec le préfet, qui est l'autorité de tutelle, le financement du développement communal, sur également les opportunités qui s'offrent aux élus et à leurs cadres au niveau de l'administration communale en ce qui concerne la formation. Un exposé sur le contenu et les opportunités du projet Access est présenté à l'occasion. Il s'agit d'un projet de 20 milliards de francs CFA d'une durée de 4 ans qui intervient au niveau infracommunal. C'est un projet financé par la Banque mondiale. Les villages dans lesquels nous intervenons sont ceux classés par l'INSAE comme les plus vulnérables dans le pays. Nous y apportons des investissements dans le secteur de l'éducation, des pistes rurales, de la santé et des équipements marchands. Au niveau des communes, le trou est abyssal. Les responsabilités sont là, mais les moyens ne suivent pas. C'est une très bonne séance parce qu'il fallait que le ministère de la décentralisation retrouve les maires élus pour pouvoir leur rappeler le contexte légal dans lequel ils vont exercer leur mandat. Ensuite, leurs responsabilités et tout ce qui est attendu des maires afin qu'au niveau local, on puisse implémenter ce qui se fait au niveau national pour que tous ensemble on concourt au développement du pays. Nous pensons qu'avec cette génération de maires, nous aurons des résultats quand même plus intéressants. Ils doivent rompre avec les anciennes habitudes. Ces anciennes habitudes que nous décrions, c'est la mauvaise gestion des ressources. C'est l'exécution des dépenses inéligibles. Il y a des dépenses qu'on ne peut pas réaliser avec les ressources FADEC. Alors lorsque vous le faites, vous remboursez. Ce sont des chantiers qu'on entame et qu'on abandonne parce qu'on n'a pas fait une bonne programmation, parce qu'on n'a pas fait un bon suivi, parce qu'on n'a pas bien respecté les procédures au départ. C'est tout ça qu'il faut éviter. Au cours de cette rencontre de Nati Tengou, le ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale appelle les maires à beaucoup communiquer autour de leurs activités en vue de réaliser l'ambition du développement que nourrit le gouvernement pour les 77 communes du pays. Au tribunal de première instance de Parakou, 42 accusés vont comparaître à l'occasion de la première session criminelle qui a démarré hier. Le premier dossier inscrit au rôle est une affaire de coup mortel. Nestor Sella. Cette première session criminelle du tribunal de première instance de Parakou démarre avec le dossier de coup mortel. L'infraction est mise à la charge de sieur René Tabé, cultivateur résident à Binessi dans la commune de Kalalé. Âgé aujourd'hui de 115 ans, le ministère public le poursuit pour avoir volontairement donné la mort à feu Pascal Oueni. Nous étions le 7 décembre 2013. Ce jour-là, l'accusé informé de cas de vol du coq appartenant à Bio Tobu a pris sur lui la responsabilité d'administrer une correction au présumé voleur Pascal Oueni. C'est ainsi qu'avec son ami Amadou Yakoubou, on conduit Pascal Oueni au domicile de Sorokou Simé, le chef des chasseurs à Binessi. C'est alors que de son propre chef, René Tabé décroche une lanière entre-temps accrochée au mur avec laquelle il administre sérieusement des coups sur le dos de Pascal Oueni avant de le libérer.
Pascal Weni, se tordant de douleurs à la poitrine et aux côtes, s'est rendu au cabinet de soins de Gracias, si à Binessi. Malheureusement, Pascal Weni décède 11 jours après. Appréhendé, René Tabé est poursuivi pour coup mortel. À toutes les étapes de la procédure, comme à la base ce 6 juillet 2020, l'accusé a reconnu les faits mis à sa charge. Considérant alors ses aveux et au regard de la loi, le ministère public, dans sa réquisition, va démontrer à la Cour que les éléments constitutifs de l'infraction de coup mortel sont bien constitués. Bref, la responsabilité de l'accusé est établie, donc René Tabé est accessible à la sanction pénale. Il va alors demander à la Cour de reconnaître René Tabé coupable des faits de coup mortel, le condamnant pour 7 ans de réclusion criminelle. Le conseil de l'accusé, dès l'entame de sa plaidoirie, demande à la Cour de rejeter le certificat médical qu'il qualifie de danger pour la justice. Il va ensuite inviter les membres de la Cour de répondre à la question, je cite, « Est-ce que les coups de lanière portés par René Tabé, son client, ont entraîné la mort de feu Pascal Weni ?» Fin de citation. Pour l'avocat de l'accusé, les éléments probants manquent au dossier. Il demande alors qu'il soit condamné pour le temps déjà passé en détention, mais pas une réclusion criminelle. Les membres de la Cour, une fois sortis du secret du délibéré, déclarent René Tabé coupable de coup mortel sur feu Pascal Weni et le condamnent à 7 ans de réclusion criminelle. Avec cette décision, l'accusé René Tabé, son 15 ans aujourd'hui, retourne en prison pour purger sa peine qui prendra fin le 27 décembre 2020 prochain, jour de sa liberté totale. On parle maintenant de l'itinérante fête de la musique, édition 2020 qui continue. C'est du moins ce que nous apprend Patrick Dossou dans ce commentaire où la fête de la musique a déposé ses baluchons à Natitengu dans l'Atakura. Merci et bonne fête de la musique. Oui, la fête de la musique s'est téléportée ici aussi. Bienvenue à l'espace TV5 de Natitengu, le plus grand centre culturel de l'Atakora, fruit de la coopération bénino-belge, espace revalorisé sous Lionel Agodandé. Edith Ntia, alias Kumpan, c'est l'une des vedettes sélectionnées pour cette célébration spéciale et spécifique de la fête de la musique. Spéciale célébration, car spécialement soumise aux mesures barrières du coronavirus Covid-19 avec gel hydroalcoolique utilisé par chaque artiste en début de prestation. Action! Spécifique célébration, car organisée spécifiquement par l'Agence nationale des événements culturels, sportifs et manifestations officielles, la NEXMO, qui en a fait une fête itinérante. Action! Sous l'accompagnement de l'orchestre Atakora Band, en musique moderne, le programme affiche Maurice Saragui, alias Cass Maurice. Paul Yeropa. Et Adjima. En musique traditionnelle, l'affiche parle de Data Mao, Untoa Kuchita alias Racine Carré, Choromi Madeleine de Wantipere, Kouagou Tene Marie, Ntiaye Tonde Blandine, Tani Robert. Tout compte fait, à la diffusion entière de tous les spectacles par site répertorié, les téléspectateurs verront comment Natitengu, cité de Nanto, s'est nanti d'un bon goût musical pour anéantir le mauvais goût de la pandémie actuelle. Hors du Bénin, en France, le nouveau gouvernement est connu. Les passations de services ont déjà eu lieu. Le gouvernement Castex a tenu son premier conseil des ministres ce mardi en présence du chef de l'État, Emmanuel Macron. Mais que retenir de cette nouvelle équipe gouvernementale? Suivant ce commentaire de nos confrères de France 24. Un gouvernement transformé avec quelques surprises.
Parmi elles, la nomination d'Éric Dupond-Moretti comme garde des Sceaux. L'avocat pénaliste médiatique avait récemment défendu Patrick Balkany. Il est connu pour sa maîtrise de l'art oratoire, mais aussi son tempérament fort. Il succède à Nicole Belloubet. Autre surprise, Roselyne Bachelot qui remplace Franck Riester à la culture. Elle a déjà été ministre sous les présidences de Jacques Chirac et de Nicolas Sarkozy. Elle avait notamment été ministre de la Santé. Elle avait quitté la vie politique en 2012 et participé à des émissions télévisées de divertissement. Barbara Pompili devient ministre de la Transition écologique. Elle a commencé sa carrière politique chez les Verts, puis au sein d'Europe Écologie Les Verts. Elle avait rejoint En Marche en 2017. Elle remplace Elisabeth Borne qui devient ministre du Travail. À l'intérieur, Gérald Darmanin remplace Christophe Castaner qui n'obtient pas de ministère. Certains conservent en revanche leur place. C'est le cas de Jean-Michel Blanquer qui est reconduit à l'éducation, mais son ministère intégrera désormais les sports. Florence Parly reste à la tête des armées, tout comme Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Bruno Le Maire conserve son portefeuille à l'économie. Enfin, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères reste entre les mains de Jean-Yves Le Drian. Au Brésil, après avoir longtemps banalisé le coronavirus, le président Jair Bolsonaro a été testé positif au Covid-19. En Chine, un bus plonge dans un lac et fait au moins 21 morts. Ces informations sont compilées par Jérôme Mongbo. Le président brésilien Jair Bolsonaro annonce avoir été testé positif au nouveau coronavirus qu'il n'a cessé de minimiser depuis le début de la pandémie et qui a déjà fait plus de 65 000 morts dans son pays. Si je n'avais pas fait le test, je ne connaîtrais pas le résultat. Et il est positif. Bolsonaro a fait le test après avoir eu de la fièvre la veille. En France, des bacheliers viennent chercher les résultats au lycée Jean de La Fontaine dans le 16e arrondissement de Paris. Les notes commencent à tomber pour les 740 000 candidats à travers la France, déjà connus pour la plupart en raison d'une édition bouleversée cette année par la crise du coronavirus. Par contre, en Chine, avec un mois de retard pour cause du Covid-19, 11 millions de lycéens entament dès ce mardi les épreuves du bac avec des examinateurs traquant à la fois la triche et la fièvre. Étalé sur plusieurs jours, le Gaokao, examen d'entrée aux établissements d'enseignement supérieur, génère pour parents et élèves un stress immense, car le score final détermine l'entrée ou non à l'université et dans quel établissement. Toujours en Chine avec ce drame, au moins 21 personnes sont mortes ce mardi lorsque le bus à bord duquel elles avaient pris place a brusquement plongé dans un lac selon les autorités. Le drame s'est déroulé vers 12h, soit 4 GMT dans la ville d'Anshun, province du Guizhou, au sud-ouest, a indiqué le bureau provincial chargé des situations d'urgence sur ces images prises juste après l'accident. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Ce sera tout, mesdames et messieurs, pour ce journal que vous pouvez revoir sur le site de l'ORTB, le www.ortb.bj. Merci pour votre attention.